Madame, Monsieur, bonsoir. Dans la recherche d'une solution pacifique à la situation politique et sécuritaire en République centrafricaine, les chefs d'État et de gouvernement, membres de la CIRGEL, la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, se sont réunis en mini-sommet le vendredi 29 janvier 2021 à Luanda, en Angola. Cette énième rencontre participe des efforts de médiation, de paix et de sécurité des chefs d'État dans la région des Grands Lacs et à l'échelle continentale. Ce mini-sommet de la CIRGEL sur la sécurité et la paix en RCA, c'est le sujet de notre deuxième numéro de l'émission L'heure de vérité. Pour en parler, Romy Kokilas et moi, nous recevons sur ce plateau Apollinaire Aya, ambassadeur itinérant auprès du président de la République, et Ferréol Ngasakis, ministre plénipotentiaire. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Avant d'aller dans le détail, nous allons partir du côté de la régie pour suivre ce reportage. Quatre des 6 chefs d'État attendus au mini-sommet de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGEL en sigle, ont participé à cette réunion sur la situation politique et sécuritaire en République centrafricaine. Il s'est agi de l'Angolais Joao Lourenço, président en exercice de la CIRGEL et hôte du mini-sommet, du Congolais Denis Sassou Nguesso, président en exercice de la CEAC, du président de la République centrafricaine Faustin Archange Touadéra et du maréchal Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad et invité spécial à ce mini-sommet, en raison de son poids sécuritaire dans la sous-région et de sa proximité géographique avec la République centrafricaine. Dans son mot d'ouverture du mini-sommet, le président angolais Joao Lourenço a rappelé aux chefs d'État et de gouvernement le devoir qu'ils ont de défendre la paix, la sécurité et la stabilité sociopolitique des pays membres de la sous-région, afin de la rendre libre de tout conflit armé. Après une analyse détaillée de la situation politique et sécuritaire en République centrafricaine, les chefs d'État et de gouvernement de la CIRGEL ont, en vue de l'ouverture d'un dialogue qui devra conduire à la fin de la crise, demandé un cessez-le-feu en Centrafrique, étape qui permettra de mettre en place les instances de dialogue en vue d'une sortie de crise. Ils ont demandé à la coalition des Patriotes pour le changement, CPC en sigle, de reprendre leur position initiale, condition sine qua non, pour l'ouverture du dialogue. Les chefs d'État et de gouvernement de la CIRGEL ont également invité le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, en sa qualité de président en exercice de la CEAC, à faire aboutir les consultations relatives à la désignation d'un médiateur dans la crise centrafricaine dans des brefs délais. Les chefs d'État et de gouvernement présents à ce mini-sommet de la CIRGEL ont également renouvelé leur appel à la communauté internationale pour une levée de l'embargo sur l'achat des armes imposé à la Centrafrique, afin de lui permettre de recouvrer sa force de frappe. C'est ainsi qu'après plusieurs heures de discussion déroulées dans une atmosphère fraternelle et compréhensive, que les chefs d'État de la CIRGEL ont clos ce mini-sommet qui devrait permettre à la Centrafrique de recouvrer la paix et la stabilité politique. Après avoir suivi ce reportage, messieurs, quels commentaires faites-vous? Je commence par vous, monsieur Ferréol Ngasakis. Merci beaucoup. Mais écoutez, le commentaire, il est facile. Parce que lorsqu'on voit la CIRGEL en pleine action, il faut peut-être rappeler certaines choses pour qu'elle soit bien fixée. C'est-à-dire que la CIRGEL, Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, existe depuis, on va dire, une vingtaine d'années. Et justement, elle s'est donnée comme fer de lance, le règlement pacifique des différends à travers la sous-région. Et là, comme son nom l'indique, ce sont les pays, justement, de la région des Grands Lacs qui sont concernés. Et le chef d'État congolais, le président Denis Sassou Nguesso, s'est très impliqué dans ces médiations. Hein. On pourrait citer tellement d'exemples, mais je pense que nous aurons le temps d'y revenir. En tout cas, en ce qui concerne la Centrafrique, il faut dire que c'est une implication personnelle en tant que médiateur. Déjà, je veux rappeler que le Congo a le grand bonheur d'être un petit pays géographiquement parlant, mais qui est très écouté et sollicité. Et aujourd'hui, il ne se passe pas un conflit indifférent à travers le continent, où l'on ne tient pas à impliquer le président Denis Sassou Nguesso. Donc il faut relever cela. Et aujourd'hui, même en ce qui concerne la CIRGEL, il a été à la tête de cet organisme international pendant 3 ans, de manière exceptionnelle.
Et lorsqu'on a même, il a dû passer le témoin au président angolais, on continue à lui demander justement ses orientations. Vous voyez, le secrétaire général de la CIRGEL s'est déplacé récemment à Oyo pour demander justement au chef de l'État des orientations pour voir comment gérer cette situation. Ça veut dire que le président est vraiment à la pointe, on va dire, de la diplomatie africaine. Monsieur Apollinaire Aya, avez-vous aussi un commentaire à faire par rapport au reportage que nous venons de suivre? Oui, je vous remercie de m'avoir accordé la parole et de me donner l'opportunité de traiter des questions aussi sensibles que celles liées à la diplomatie. Ce qui se joue en République centrafricaine est grave et cela appelle de nos chefs d'État une vraie lucidité sur ce qui se joue sur le terrain et aussi une responsabilité accrue sur les moyens qu'on doit mettre en place pour sortir la République centrafricaine de ce mauvais pas. C'est vrai que depuis quelque temps, le président de la République s'implique énormément sur plusieurs théâtres d'opération, dont la RCA est l'une des chevilles ouvrières de la politique du président au niveau de la sous-région. Et nous pensons que si les chefs d'État n'arrivent pas à solutionner le problème centrafricain, cela peut entraîner des contingents. Et nous avions, dans le cas de l'Afrique centrale, la RCA a quand même des frontières avec 5 ou 6 pays. Et n'oublions pas que la RCA, c'est le lien entre l'Afrique centrale et peut-être la côte est de l'Afrique, puisque le Soudan également est frontalier de la République centrafricaine. Et je pense qu'il était nécessaire que les chefs d'État se retrouvent à Luanda, en Angola, pour résorber d'une façon ou d'une autre cette crise. Et d'ailleurs, il y a une réunion qui va se tenir dans une dizaine de jours à nouveau, qui va relier et la CIRGEL et la CEAC pour essayer, toujours dans le cadre du dialogue, de pouvoir promouvoir la culture de paix et de sécurité dans la sous-région Afrique centrale. Vous venez dans vos différents commentaires d'évoquer le fait que le chef de l'État est très impliqué dans la recherche des solutions pour une paix durable en RCA. Qu'est-ce qui justifie cet engagement du président de la République vis-à-vis de cette crise? Qu'est-ce qui justifie le fait qu'il soit vraiment impliqué dans la recherche des solutions pour la RCA? Il faut d'abord même préciser que depuis toujours, Messina, depuis le début de cette crise, le début de la crise, en tout cas, sa présence est très active, au point où même dans la sous-région, certains pays s'interrogent. Et pas mal des Congolais s'interrogent sur cet amour qu'il a dans la gestion de cette question. Bon, en réalité, on pourrait dire qu'il y a école, parce que, si vous voulez, ce sont des axes autour desquels s'axe notre diplomatie. Et on les retrouve naturellement. Et je veux dire d'emblée que c'est un homme responsable. Et il est dans son devoir d'homme d'État, puisque au titre de l'article 64 de la Constitution, le président de la République, c'est le garant justement de la politique étrangère. C'est lui qui doit assurer la paix, l'intégrité du territoire. Vous savez que notre diplomatie s'axe autour des relations de bon voisinage, l'Union africaine, la paix et la sécurité, le multilatéralisme, autant d'actions qui font que cet homme d'État avéré, il se place au même titre dans une dynamique de continuité. Parce que le Congo, dès son indépendance, a eu à cœur justement d'abord d'intercéder après les indépendances pour les autres États qui étaient encore sous domination. Et il a tellement à son titre, à son actif, il a tellement de choses positives. J'évoquais tantôt les 3 ans passés au niveau de la CIRGEL, et je pourrais évoquer par exemple la résolution de certains conflits au niveau des grands lacs, comme entre le Rwanda et l'Ouganda. Et évidemment, la crise aussi du Burundi, il a dû intercéder. Pourquoi pas citer la crise en Libye, vous savez, qui s'implique comme un beau diable. Et en réalité, il faut dire qu'il est dans sa logique. Et il incarne ses valeurs justement de paix. C'est un homme juste et droit, tellement élevé qu'il considère que c'est sa tâche. Et c'est un soldat, il faut le dire. Le soldat, c'est un homme de rigueur. Donc ce n'est pas surprenant de voir qu'il s'implique. Et il en fait vraiment son cheval de bataille. Alors, mais vos propos, effectivement, comme l'a dit Tonton Messina, mais à mon niveau,
me renvoie franchement aux actions menées par Denis Sassou Nguesso lors de son passage à la tête de la CIRGEL entre 2017 et 2019. Mais cependant, 3 ans après, aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de succès réellement? Oh, je pense que oui. Mais on ne peut pas résumer Denis Sassou Nguesso à la CIRGEL, parce que la CIRGEL n'est que une entité qui est à l'intérieur de l'Union africaine. Et au niveau de l'Union africaine, le président Sassou Nguesso a posé un acte dont les Congolais ne parlent pas beaucoup. C'est la mise sur pied du pacte de non-agression de l'Union africaine. C'est quand même en 2003 que cela est pensé. Et donc, c'est un homme constant. En 2005, le pacte de non-agression et de défense mutuelle de l'Union africaine est adopté à Abuja. De par son leadership, il faut le souligner. En 2006, il devient président en exercice de l'Union africaine. Et toute son action à la tête de l'Union africaine va être axée sur la gestion des conflits. Mais sur la République centrafricaine, pour revenir sur cette République sœur, on va dire ça comme ça, la sensibilité du président de la République est due aussi au fait que ce sont les mêmes peuples. Et que nous avions connu ces périodes de turbulence. Et il en a tiré énormément de leçons. Et nous ne pouvons pas laisser prospérer dans nos frontières un pays qui peut, si on ne tient garde, aller vers une déliquescence totale. Ce n'est pas possible. Donc, je considère que le président de la République est dans son rôle. Parce que de par sa stature, de par sa constance sur ces sujets, il est dans son rôle, tout simplement. Et j'espère que nous reviendrons un peu plus tard sur le pacte de non-agression que certains chefs d'État africains qualifient de doctrine Sassou. Il va falloir que nous puissions évoquer ce pacte-là pour montrer quelle est la vision stratégique qui sous-tend l'action du président. Et les Congolais devraient en être fiers. Monsieur Ferréol Ngasaki, sur la même question, pensez-vous également que les actions du chef de l'État menées, notamment en Centrafrique, ont été un succès? Elles sont très positives. J'en veux pour preuve son implication personnelle lorsqu'il s'est de soutenir la transition en Centrafrique. Il a été l'homme vraiment lisse qui a permis que justement la transition se fasse au Centrafrique de manière la plus correcte. C'est vrai que c'était difficile, le Centrafrique est un pays très difficile. C'est vrai qu'il a bien compris, naturellement, que lorsqu'on touche au Centrafrique, naturellement au Congo, on est quelque peu concerné, parce que c'est un pays frontalier. Mais ça encore, c'est le devoir. Donc je parle de la transition. Il a aussi accompagné le processus électoral qui a conduit à l'élection du président Touadéra. Et le président Touadéra est quelqu'un qui apprécie l'homme à sa juste valeur. Je pense qu'il est, lui aussi, il n'y a pas très longtemps, qui s'est retrouvé ici en République du Congo pour vanter les mérites, en fait, dire tout le bien qu'il pensait du président Sassou Nguesso. Et aujourd'hui, à travers justement les appels de Sassou Nguesso, on a soutenu aussi ce principe électoral et pour dire que nous devons respecter la vérité des urnes, vous voyez. Mais bon, c'est vrai qu'il y a eu quelques soubresauts actuellement en Centrafrique. Les rebelles sont à 10 km de Bangui, mais c'est pour ça qu'on s'est réunis. Et vous savez qu'on privilégie le dialogue. Je disais tantôt, par rapport aux axes principaux de la diplomatie, il y a eu le dialogue, on privilégie la médiation, et c'est vraiment son fort. Et on demande justement aux protagonistes de s'asseoir à la table des négociations pour trouver des solutions, parce que c'est vrai que le continent africain, il est pour tout le monde, et tout le monde doit apporter sa contribution. Donc maintenant, pour insister sur la question qu'a posée Romik par rapport à l'action du président Sassou Nguesso au niveau de la CIRGEL, oui, je pense résolument que c'est un succès. Parce que j'ai épinglé quelques situations, notamment du côté de l'Est de la RDC. C'est vrai qu'il y avait des abominations. Mais on a réussi aussi à ce niveau-là à gérer la procédure électorale aussi en RDC. Vous voyez, on a réussi à installer les institutions. Et ça, c'est sous le leadership de Sassou Nguesso. J'ai parlé du Burundi, où là-bas aussi, on était arrivé à un état incroyable. Et c'est vrai que pendant cette période,
on se disait qu'il n'y aurait pas possibilité de changement, d'amélioration. Vous le savez sans doute qu'en principe, au lieu de faire son mandat de 2 ans, il en a fait un 3e jusqu'en 2020 parce que le Premier ministre du Soudan ne se sentait pas prêt pour assumer une telle lourde charge. Et donc, on le lui a demandé. Et après qu'il ait dû remettre le témoin au président angolais, on lui a demandé de persister au niveau de la CEAC. Vous voyez, il a été fait allusion tout à l'heure à une réunion qui va se tenir bientôt entre la CEAC et la CIRGEL. Donc, il est toujours dans cette logique, dans cette continuité, cette recherche permanente de solutions, résolution des conflits. Et moi, je pense, oui, je pense qu'on peut dire que c'est un succès, mais qui demande toujours à être entretenu. Vous parlez du succès de la médiation de Denis Sassou Nguesso en RCA, mais aussi dans la sous-région. Mais seulement, voilà, quelques jours après, la sous-région connaît à nouveau des problèmes de stabilité. Est-ce que le talent de Denis Sassou Nguesso de médiateur n'est pas mis à rude épreuve? J'ai plutôt l'impression qu'il est sollicité de nouveau. À la limite, je ne voudrais pas dire qu'on a constaté un certain abandon. Non, au contraire. Il est mis à rude épreuve, on ne dirait pas cela. En réalité, en RCA, après une période d'accalmie, les tensions ont repris. On pensait même que la situation, on ne croyait pas à la pérennité, au déclenchement de cette instabilité. Vous savez, on pensait plutôt à la pérennisation de la paix. Il y a beaucoup de raisons qui entrent en ligne de compte. Pour parler de la RCA, notamment le fait qu'il y ait toujours aujourd'hui un embargo militaire sur le pays. Et il y a tellement de puissance autour. Vous savez, l'Afrique, est-ce qu'on va le redire? Vous le savez pertinemment que c'est un continent tellement convoité et qu'il y a beaucoup d'intérêts. Surtout la RCA, c'est un pays éminemment riche en potentiel, n'est-ce pas, comme toute l'Afrique. Et donc, ça crée des situations qui, dès qu'on a un peu le dos tourné, vous avez l'impression qu'ils reviennent au galop. Et aujourd'hui, les forces rebelles qui sont autour sont ardemment et de manière très forte équipées, militairement parlant, et ça rend un peu faible les forces de la RCA. Pourquoi? Écoutez, ça a été réglé quelque peu par avant. Pourquoi pas refaire appel à ce monsieur-là qui justement a ce bâton de commandement qui pourrait nous donner un coup de main. J'ai parlé tantôt des visites, des va-et-vient du secrétaire général de la CIRGEL pour prendre la quintessence, la substance, l'intelligence, la lucidité de Denis Sassou Nguesso pour régler ce problème. Mais c'est vrai, il faut l'avouer que le continent demeure cette marmite qui bout, il faut toujours être attentif ou être à l'écoute. C'est peut-être ça aussi qui justifie la force, la lucidité. Moi, lorsqu'on parle de diplomatie, je suis tenté de parler d'hyperactivité et de vitalité de la diplomatie. Mais c'est vrai que la diplomatie nécessite qu'on soit toujours là à regarder. Il ne faut pas demeurer en reste. Monsieur Apollinaire Aya, quelle est votre analyse par rapport à ce regain de tension dans la sous-région malgré la médiation reconnue de Denis Sassou Nguesso? Non, mais ce regain ne remet pas en question le talent de médiateur de Denis Sassou Nguesso. C'est juste que les peuples se retrouvent souvent dans des moments assez complexes de leur histoire. Dans le cas de la République centrafricaine, c'est une élection qui a mis le feu aux poudres. C'est une élection qui a été préparée, qui a été prévue constitutionnellement, et le fait qu'il y ait certains candidats qui ont été retoqués a mis le feu aux poudres. Et il faut aussi le dire, qu'à un moment ou à un autre, on n'a pas pu, en République centrafricaine, pendant cette période, poser les valeurs du dialogue. On n'a pas pu, juste parce qu'il y avait des intransigeances de part et d'autre. Or là, le feu a pris, il faut à nouveau des personnalités de premier plan qui soient capables d'aller sur le terrain, de parler avec les uns et les autres, et de dire que c'est votre maison commune, vous n'avez pas le droit de mettre le feu à la maison. Et je pense que sur ce terrain-là, le président a quelques idées. De par sa stature, il connaît quasiment toute la classe politique centrafricaine. On peut même dire qu'il les a tous pratiqués. Oui. Et donc, c'est la personne idoine pour moi qui soit capable de ramener la paix en Centrafrique. Bien, nous allons marquer une pause, le temps de suivre un flashback sur le dialogue interafricain organisé à Brazzaville, et ce sera notre chronique de ce soir. L'histoire récente de la sous-région ne connaît aucun autre événement comparable au naufrage centrafricain.
Jamais auparavant, en Afrique centrale, l'effondrement d'un État n'avait coûté autant de vies humaines, détruit un tel nombre de villes et villages, ravagé des territoires aussi étendus. Ce n'est donc pas sans raison que les chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, réunis en juin dernier à Malabo en Guinée équatoriale en marge du sommet de l'Union africaine, ont décidé de l'organisation d'un forum de réconciliation nationale intercentrafricain à Brazzaville en République du Congo. Aussi, du 21 au 23 juillet dernier, tous les regards étaient-ils tournés vers Brazzaville où se tenait justement le 10 forum de réconciliation intercentrafricain. Les assises de Brazzaville ont abouti à la signature par les principaux acteurs de la crise centrafricaine d'un accord de cessez-le-feu. Cet accord, comment est-il apprécié de manière générale? Qu'est-ce qu'il peut modifier dans la réalité actuelle en République centrafricaine? Quelles en sont les chances de succès? Au terme du Forum sur la paix et la réconciliation nationale intercentrafricain, qui a duré 3 jours, les parties prenantes ont signé un accord de cessation des hostilités. C'est un pas très important qui a été franchi dans le processus global de réconciliation nationale qui se poursuivra en RCA. Nous venons ici d'ouvrir une nouvelle page dans la recherche de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans ce pays frère pour lequel nous ne cesserons de souhaiter un destin de bonheur dans l'unité, la cohésion sociale. Les engagements qui viennent d'être pris constituent des fondations, des repères pour un long processus à poursuivre et à consolider en terre centrafricaine. Pour montrer leur bonne foi, tous les signataires de l'accord, dans un élan de patriotisme, la main dans la main, ont chanté à l'unisson l'hymne national de la République centrafricaine. C'est un signal fort de la renaissance centrafricaine qu'ils ont célébré devant le médiateur international de la crise, le président de la République du Congo, dont le leadership et l'engagement dans la recherche de la paix, la sécurité et la stabilité en RCA ont été salués par tous. La paix des braves ou l'accord de cessation des hostilités en République centrafricaine, signé ce 23 juillet 2014 à Brazzaville, ouvrant la voie à la réconciliation nationale dans ce pays, rentre désormais dans les annales de l'histoire. Une page vient d'être tournée, il revient maintenant aux acteurs centrafricains de prouver aux yeux de la communauté internationale que les engagements pris à Brazzaville porteront des fruits. Le rendez-vous est donc pris à Bangui pour la mise en application des décisions de Brazzaville, comme pour dire « plus jamais ça », a indiqué le président Denis Sassou Nguesso, médiateur international dans la crise centrafricaine. Notant que 35 délégués représentant les différentes sensibilités centrafricaines ont signé l'accord de cessation des hostilités en RCA. L'accord principal qui était recherché, et je crois que toute la communauté internationale attendait, et c'est l'accord de cessation des hostilités et de violences. À partir du moment où les belligérants arrêtent les hostilités, arrêtent les violences et les destructions et les mécanismes de désarmement et de démobilisation et de réinsertion sont pour l'essentiel la conséquence de cette décision principale. Vous savez, dans le cas de la République centrafricaine, avant même qu'on ait obtenu le présent accord à Bangui, il y avait déjà plusieurs milliers de combattants de l'ex-Séléka, à Bangui même, qui étaient déjà regroupés dans 3 camps, je crois, regroupés dans 3 camps et sont restés pour l'essentiel dans ces camps disciplinés, contrôlés, attendant
les décisions de genre de celles que nous venons de prendre. Donc, la décision que nous venons de prendre aujourd'hui, c'est la décision principale qui était attendue. Voilà. Et la suite viendra dans le travail qui sera fait sur le terrain. Voilà. Lors de la première crise centrafricaine, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, avait été désigné médiateur. Il a apporté son soutien au processus électoral qui a abouti à l'élection du président Touadéra. Pensez-vous que ces atouts soient favorables à Denis Sassou Nguesso pour faire entendre raison aux forces en présence dans ce conflit? Oui, ça a été dit tantôt. C'est-à-dire qu'il a, vous l'avez vu encore tout à l'heure, il a une maîtrise totale du dossier centrafricain. Il connaît tous les protagonistes, tous les acteurs de cette crise. Entre-temps, on y va de manière le cœur léger, on accepte ce qui a été décidé à l'unanimité. Donc on a fait la paix, on a fait ce processus électoral, mais malheureusement il a été déclenché un certain regain lors des dernières élections. Donc il y a toujours des insatisfaits et sous d'autres cieux, on connaît, on a des voies de recours les plus normales, j'allais dire, qui sont juridiques, constitutionnelles. Mais en Afrique, malheureusement, souvent, on prend des armes. Et je disais tantôt que le fait qu'il y ait un embargo au niveau des armes là-bas affaiblit le pouvoir de Touadéra. Le président Sassou est très bien placé, il connaît tous ses protagonistes, et même bien longtemps avant, parce qu'il était fait allusion tantôt au pacte de non-agression en Afrique, mais il y a aussi le protocole de Brazzaville qui est quelque chose de très fort. En fait, c'est son grand titre de noblesse, j'allais dire, parce qu'il s'est impliqué de manière la plus brutale, la plus courageuse. Et vous avez aussi sa médiation lorsqu'il établit en Libye. Il allait juste sur le terrain où en Libye, ça canardait, ça tirait. Et on a dû même faire partir la délégation de manière vraiment abrupte. C'est pour dire que c'est quelqu'un qui a vraiment le courage. Et quand il s'engage dans une action, il va jusqu'au bout. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on va dire que c'est tout simplement un petit suspens, mais qui va être rattrapé. Parce que, quoi qu'il en soit, et puis nous sommes concernés aussi parce qu'au Centrafrique, lorsqu'il y a des mouvements de population, évidemment, au niveau de nos frontières, dans la partie septentrionale de notre pays, il y a de nombreux immigrés, des migrants centrafricains. Vous savez un peu les zones de turbulence que ça cause. Donc on est toujours dans la logique du déploiement diplomatique. Il faut contribuer à assurer la paix à travers le continent africain. Monsieur Apollinaire Aya, pensez-vous que Denis Sassou Nguesso sera cette fois-ci encore écouté? Effectivement, le leadership n'est pas contestable dans le cas de Denis Sassou Nguesso, mais cette fois, il est accompagné par ses pairs. Parce que dans la crise centrafricaine, il n'y a pas que le président Denis Sassou Nguesso qui est impliqué. Il y a aujourd'hui le président de la République de l'Angola, il y a le président du Tchad, il y a le président de la RDC, il y a le président du Soudan. Tous doivent de façon concertée aller vers la résolution de la crise centrafricaine parce que aujourd'hui on parle de crise politique, mais il y a d'autres menaces qui pointent. On voit bien que aujourd'hui, dès qu'il y a agitation sur un terrain en Afrique, arrive Boko Haram, arrive l'État islamique, et le président est très attentif à ça. Et on en parlera quand il s'agira d'évoquer son fameux pacte de non-agression. Vous verrez que c'est une réponse aux menaces nouvelles auxquelles l'Afrique n'est pas préparée. Et là, c'est ça la vision stratégique du président, le fait qu'il ait très tôt, très vite observé ces nouvelles menaces et proposé une démarche solutionnelle. Et c'est en cela que son leadership, pour moi, est incontestable. Effectivement, je profite de l'occasion puisque M. Aya, vous revenez souvent sur ce fameux pacte. Oui. Et donc, vous avez connaissance de ce pacte. Est-ce que vous pouvez nous dégager clairement les objectifs de ce pacte, aussi bien voir si ce pacte est d'actualité, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il y a un pacte tel que vous le soulignez, et l'actualité aujourd'hui dans la sous-région nous démontre qu'il y a la récurrence des conflits. Non. Vous savez, au début des années 2000 en Afrique, il n'y a pas de terrorisme, au sens où on en parle aujourd'hui. Il y a, oui, quelques crises politiques,
et ce que certains leaders ont appelé du banditisme résiduel. Mais il y a un tournant dans la vision du président. C'est le 11 septembre. Le terrorisme frappe la plus grande puissance du monde. Et cela interpelle le président. Et le président de la République pense à ce moment-là à comment l'Afrique, qui est complètement démunie, qui va être face à ces nouveaux défis, sans harmonie et sans cohérence. On crée donc le pacte. Que vise le pacte? Le pacte dit juste que les États se doivent assistance en cas de conflit. Le pacte parle de quoi? De l'intangibilité des frontières. Il faut que l'ensemble des États arrivent dans une certaine proportion à protéger les frontières. Et ensuite, ce pacte prévoit aussi les conditions pour ne pas que les États soient déstabilisés, que l'on crée les conditions au cas où il y a déstabilisation de ramener la paix. Et donc l'ensemble des mécanismes d'intégration sur le plan de la paix et de la sécurité sont dans ce pacte. Et c'est à cause de ça que je dis, quand on parle de Denis Sassou Nguesso, sur le plan diplomatique, on cite les accords de Brazzaville, on parle de la libération de Nelson Mandela, et l'indépendance de la Namibie, le départ des Cubains de l'Angola. C'est l'histoire des années 80. Mais aujourd'hui, ce qui est la marque de fabrique de Denis Sassou Nguesso, c'est le pacte. Lisez-le. On devrait, à mon sens, diffuser ce pacte au niveau des élites africaines pour qu'ils comprennent que très tôt, un leader africain de l'Afrique centrale, président du Congo, a eu l'idée de réfléchir sur ces questions stratégiques. Et aujourd'hui, ce mécanisme est d'actualité. Parce que sinon, comment pouvez-vous résoudre le problème en Libye si vous ne tenez pas compte de ce pacte? Comment pouvez-vous résoudre tous les problèmes frontaliers qui existent avec Boko Haram, qui va du lac Tchad jusqu'au Niger, si vous n'agissez pas sur la base de la vision stratégique que pose le pacte? Donc moi je pense que le pacte est d'actualité. Il faut effectivement l'adapter parce que il y a des évolutions, il y a beaucoup de choses qui vont très vite en Afrique. Il faut adapter le pacte, oui, mais le pacte est d'actualité. Et cela est du mérite du président Denis Sassou Nguesso. Et ça, parfois, les Congolais ne le savent pas. Et à l'international, le président est apprécié aussi par rapport à ça. Et pour conclure sur ce sujet, en août 2014, le président a été le premier chef d'État noir, après Nelson Mandela, à être invité au National Press Club de Washington. C'est quoi déjà pour les Le téléspectateurs? National Press Club, c'est un club de Washington qui regroupe tous les journalistes du monde. Et dans ce club, le premier chef d'État noir qui a été reçu, c'était Nelson Mandela. Non pas en tant que chef d'État, mais en tant qu'ancien prisonnier. Et le président est invité au National Press Club à 1 heure de grande écoute, en direct sur une chaîne américaine, la chaîne nationale qui s'appelle C-SPAN, sur les questions de paix et de sécurité en Afrique, et plus particulièrement en Afrique centrale. Cela montre à suffisance, 1, son leadership, et 2, que sur ces questions-là, il a réussi à installer le Congo sur la carte du monde. Et cela, il faut qu'on le dise. Il faut que chaque fois que l'occasion se présente, qu'on dise, oui, il a été l'auteur du pacte de non-agression et de défense mutuelle au niveau de l'Union africaine. En tout cas, merci, monsieur Aya, pour la connaissance de ce pacte qui nous échappe parfois. Alors, monsieur Ferréol, le communiqué final de la réunion que nous avons suivi en temps du mini-sommet de Luanda dispose que le règlement du conflit en RCA passe nécessairement par le dialogue et non la guerre. Ce qui paraît très complexe au regard de ce qui se passe sur le terrain, et aussi bien la tenue d'un dialogue sans inclusif, ce qui prendra
qui prendra en compte les troupes rebelles. Et il est demandé, comme nous venons de le suivre dans le reportage, aux rebelles d'aller au-delà de 10 km de la ville capitale, donc Bangui. Par expérience des crises dans la sous-région, est-ce que cela est réaliste? C'est très réaliste. De toute façon, on ne peut pas sortir de ce canevas. Parce que, comme je le dis, ce sont les axes de la diplomatie. En réalité, les États africains ont souscrit justement à tous ces accords. Lorsqu'il a été fait allusion au pacte de non-agression, il faut savoir que ce sont les États qui s'impliquent et qui, d'une certaine manière, ont concédé leur souveraineté en faveur d'un certain règlement collectif des conflits, naturellement. Oui. Donc on ne peut pas penser à une autre éventualité de règlement de cette crise. Et vous voyez très bien qu'au niveau, par exemple, de la Centrafrique, vous avez la MINUSCA. Oui. Mais la MINUSCA n'est pas là pour combattre les rebelles. Elle est là justement pour asseoir la stabilité, la paix, la tranquillité. Et vous avez aussi certaines forces, il y a des pays amis qui sont là pour aider un peu ce pays. Donc, en réalité, on ne peut pas se sortir d'un autre mode. Il n'y a pas d'autre mode de règlement, sauf si la situation est tellement envenimée où on fait appel au casque bleu. Mais là encore, on appelle au dialogue parce que vous avez déjà le précédent justement de la rencontre centrafricaine qui aboutit à des choses plutôt concrètes. Nous faisons de la diplomatie pure. Et là, il faut s'investir, il faut faire en tant que diplomate de terrain. Vous savez très bien qu'en diplomatie, vous avez les diplomates et vous avez les militaires qui poursuivent la diplomatie d'une autre manière. On ne peut pas envisager dans ce siècle de lumière, dans ce siècle de paix, on ne peut pas envisager un autre cas de figure. Tout simplement, s'il faut, il y a des contours et des paramètres dont on puisse tenir compte, notamment au niveau du Conseil de sécurité. Mais là, si c'est un conflit qui devient interétatique, par exemple, entre plusieurs pays, là, c'est une crise interne. Et nous avons le devoir, en tant que frères africains, d'intervenir. Justement, ce sont ces paramètres que permettent la diplomatie, c'est le dialogue, c'est la médiation. Et ça, c'est vraiment le cheval de bataille du président Denis Sassou Nguesso, et il sait le faire. Et il ne se fatigue pas, et c'est pour ça qu'on n'arrête pas de dire que le Congo est un pays écouté et très sollicité. Parce qu'aujourd'hui, cette qualité même qu'il a de grand frère, de doyen, de médiateur de l'Afrique, c'est parce que c'est à lui qu'on fait d'abord recours pour savoir comment gérer quelques conflits que ce soit. Monsieur Aya, vous êtes optimiste là-dessus? Oui, je pense qu'en matière de diplomatie, si on perd notre optimisme, il n'y a plus de diplomatie. Et moi, je pense que sur le terrain, malgré le fait qu'il y a des rebelles qui sont puissamment armés, les chefs d'État, ensemble, s'ils s'y mettent, ils trouveront la solution. Avant de poursuivre, je propose qu'on suive d'abord cet extrait du discours du chef de l'État à Madrid lors de la COP 25. C'était en 2019. Les dangers sont de plus en plus grands dans le monde du fait des changements climatiques. Les populations vivent ces menaces au quotidien à travers, entre autres, les cyclones, les inondations, les glissements de terrain, etc. Je reste plus que jamais fidèle à ma signature de l'accord de Paris. Et j'ai décidé d'aller encore plus loin dans notre engagement concret contre la déforestation en dépassant les discours incantatoires. Je ne reste pas spectateur de la destruction des forêts de l'Amazonie, mais acteur pour faire que le monde entier profite de ce deuxième poumon de l'humanité que sont les forêts du bassin du Congo. La 25e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique ne doit plus être un sommet de vœux pieux, mais celui des engagements concrets au bénéfice de la lutte contre le changement climatique. Le Congo traduit une fois de plus son engagement à préserver durablement ses écosystèmes forestiers, y compris
les tourbières et les mangroves pour la survie de l'humanité. Nous sommes avec 16 États mobilisés autour du bassin du Congo. Et nous nous sommes dotés d'un instrument financier, le Fonds bleu, en faveur de la préservation de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Nous vous attendons pour amplifier notre action, pour faire face aux drames humanitaires liés aux conséquences de la déforestation. Le Fonds bleu pour le bassin du Congo a besoin aussi de vous, de fonds privés et publics. C'est un appel à la société mondiale que je lance solennellement aujourd'hui dans l'esprit de l'accord de Paris. Voilà, avant donc d'aborder cet aspect de la diplomatie de Denis Sassou Nguesso en ce qui concerne le climat, j'aimerais tout de même qu'on revienne sur ce point concernant le sommet de la CIRGEL et la crise en RCA. Lors de ce sommet, le président Denis Sassou Nguesso et le président de la CIRGEL, Joao Lourenço, ont été mandatés auprès des Nations Unies sur la question de la levée de l'embargo sur les armes qui frappent justement la RCA. N'est-ce pas là la preuve que les chefs d'État sont dubitatifs sur la matérialisation des recommandations du sommet de Luanda? Pas du tout dubitatif. Vous savez, c'est une proposition qui avait été déjà faite par le président Denis Sassou Nguesso. C'est vrai qu'on va épiloguer là sur son leadership. C'est difficile de ne pas se retrouver en face de cela. C'est une proposition qu'il avait faite en tant que président en exercice de la CIRGEL. Et aujourd'hui, on n'a fait que confirmer cela. Et évidemment, lui, en tant qu'ancien patron de la CIRGEL, aujourd'hui, il poursuit cette activité, cette action au niveau de la CEAC. Et c'est à ce titre que cette conférence a désigné ces deux présidents en exercice pour aller justement auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies pour solliciter la levée de l'embargo. Mais on l'a aussi bien expliqué, aujourd'hui, les forces loyalistes au Centrafrique ont justement en face d'elles des forces très bien équipées militairement. C'est pourquoi c'est assez difficile. Et il faut quand même qu'on puisse, à ce niveau-là, susciter un équilibre, ou plutôt de redonner la puissance première et la force aux forces royalistes. Oui. Il y a cette association des pays voisins, c'est comme une nouveauté. Non, je pense que ce n'est pas comme une nouveauté. Il y a toujours eu concertation entre les États voisins de la République centrafricaine, comme entre les États voisins de la RDC, quand il y avait le feu aux frontières de la RDC. Donc ce n'est pas une nouveauté et je pense que c'est ensemble qu'ils vont pouvoir régler la crise centrafricaine. Les efforts diplomatiques du président Denis Sassou Nguesso ne se limitent pas qu'à la recherche de la paix et au maintien de la sécurité. Il s'étend aussi au développement durable et à la protection de l'environnement. Brazzaville va d'ailleurs abriter au mois de mars un forum régional africain sur le développement durable. Est-ce au plus fort de la crise, et ce, au plus fort de la crise sanitaire, M. Ferréol Ngassakis, un mot sur le leadership du président Denis Sassou Nguesso pour la sauvegarde de la planète? Il est important de rappeler combien ce grand homme-là, il fait figure de symbole pour le continent tout entier. Vous voyez, tantôt nous avons évoqué les questions de paix, les questions de médiation, résolution des conflits. Mais il y a aussi, parmi ces missions diplomatiques, celle de rendre notre planète plus viable, plus apaisée. Et ça aussi, ça fait partie des obligations de son leadership, en réalité, qui est avéré aujourd'hui de manière vraiment incontestable. Vous faites allusion justement à la lutte contre le réchauffement climatique. Il assume un leadership en ce qui concerne le bassin du Congo. Au niveau de la commission du bassin du Congo, il va à travers Mont Zévo pour justement défendre et protéger ce deuxième poumon qui est le bassin du Congo en termes de réserve de carbone. Et ce message est tellement écouté
qu'il est allé un peu partout. Là, c'était à Madrid. Vous avez aussi la conférence de Marrakech, où il allait présenter encore une autre initiative qui part de lui, c'est le Fonds bleu. Le Fonds bleu, c'est pour permettre justement que les différents États du bassin du Congo arrêtent de saccager la forêt, parce que la planète en subit déjà les conséquences en utilisant plutôt le canal hydraulique. Il y a le Fonds bleu, il est sur le front de l'économie verte. C'est un monsieur qui ne se limite pas à des actions, c'est un homme de terrain. Et en réalité, on doit vraiment être fier d'avoir cet homme. Et là, je disais tantôt, en termes de diplomatie, on parle aussi de la promotion du multilatéralisme. Ça veut dire que la majorité des grandes sociétés, des organismes internationaux sont derrière le Congo. Ils le soutiennent aujourd'hui justement pour ce fonds bleu, le financer, et pour protéger le bassin du Congo. Mais il y va de l'avenir de l'humanité entière. Donc ce sont des choses qu'il faut dire, il ne faut pas arrêter de le dire. Tantôt, j'avais fait allusion au protocole de Brazzaville, mais aujourd'hui, si l'Afrique du Sud est en paix, oui, on peut dire cela. Si l'Afrique du Sud a été débarrassée de cette tare, de cette ignominie qu'est l'apartheid, il a pris sa part dedans. Vous voyez, le protocole de Brazzaville. C'est vrai qu'on a parlé du pacte de non-agression du continent, mais il y a aussi le protocole de Brazzaville qui a permis justement que les Cubains se retirent progressivement d'Angola, que la Namibie soit libérée et que Nelson Mandela aussi, et que l'Afrique du Sud soit totalement un pays libre. Vous voyez, donc il y a tellement d'actions, et son action, ça dit qu'il n'y a pas une action qui est au-dessus de l'autre, parce qu'elles se valent, et l'avenir de l'humanité en dépend. Et donc, la même énergie qu'il déploie pour rapprocher les frères africains, il la déploie aussi pour sauver la planète en quelque sorte. Et M. Aya Apollinaire, quelle est votre lecture du leadership de Denis Sassou Nguesso en matière de sauvegarde de l'environnement? Déjà, il faut aider nos jeunes à comprendre la pensée stratégique du président sur le plan du climat. Parce que si on ne parle pas de cette pensée stratégique, on ne va jamais y arriver. Vous savez, le président Sassou Nguesso n'a pas attendu les COP pour prendre à bras le corps les problèmes du climat. En 2005, dans ce pays, s'est tenue une grande conférence intitulée Conférence sur la préservation et la conservation des écosystèmes forestiers de l'Afrique centrale, avec la participation effectivement de plusieurs chefs d'État, dont le président Jacques Chirac, ancien président français, aujourd'hui disparu. Effectivement. Et à partir de ce moment-là, est née au niveau de l'Afrique centrale une commission qu'on appelait COMIFAC. Et il s'agissait en fait pour Denis Sassou Nguesso de permettre à l'ensemble des pays de l'Afrique centrale, d'avoir une vraie traçabilité du bois venu de l'Afrique, de créer les conditions dans les zones où effectivement la forêt est complètement détruite, de replanter. D'où, depuis plusieurs années, chez nous, la journée de l'arbre. Donc, quand le président Sassou arrive à Copenhague, peu de jeunes savent ce que Copenhague signifie dans la démarche climat. Copenhague, c'est abroger le protocole de Kyoto, qui régissait jusque-là les pays dans les émissions de gaz à effet de serre, pour aller vers quelque chose de plus élaboré et de plus abouti. Et le président Sassou arrive à Copenhague comme porte-drapeau de l'Afrique. Et son message est clair en disant, sur les questions de climat, l'Afrique est la solution. Parce que sur le plan de la pollution et de l'émission des gaz à effet de serre, le pourcentage d'émissions en Afrique est tellement faible que l'Afrique devient la solution. Mais au-delà des émissions de gaz, il y a le bassin forestier d'Afrique centrale, ce qu'on appelle le bassin du Congo, qui est le deuxième bassin forestier au monde, après le bassin amazonien, qui est aujourd'hui complètement abîmé. Complètement abîmé. On pense que d'ici quelques années, on ne parlerait peut-être même plus de forêt en Amazonie. Donc, ce leadership est incontestable. Il arrive au COP auréolé de ses faits d'armes. Et vous allez peut-être vous rappeler qu'à la première COP,
qui s'est tenu à Paris, le président est le porte-parole de l'Afrique sur les questions liées au climat et à la préservation des écosystèmes forestiers de l'Afrique. Donc, je dis sa diplomatie a deux axes essentiels, deux pylônes. D'un côté, paix et sécurité, avec le pacte. De l'autre côté, effectivement, la gestion durable de nos forêts et créer les conditions pour que l'Afrique ne subisse pas le contre-coup de la pollution des autres. Parce qu'aujourd'hui, on sent quand même tous les effets de ce réchauffement en Afrique. Moi, je pense que pédagogiquement, à chaque fois que l'occasion se présente, nous devons décliner Denis Sassou Nguesso à travers sa pensée stratégique. D'où est partie sa réflexion, comment elle a évolué et vers où on veut aller. Est-ce qu'il est écouté? Bien sûr qu'il est écouté. S'il n'était pas écouté, aujourd'hui, son leadership serait contesté. Et vous avez vu qu'à Marrakech, il a lancé le Fonds bleu, M. Ferréol Gassakis vient de l'évoquer. Et le Fonds bleu n'est pas un fonds de financement congolais. Non, c'est un fonds pour financer l'ensemble du bassin du Congo. C'est une initiative grandiose. Ce n'est pas une personne, une personnalité qui va agir pour son propre plaisir à lui. Il sait que le bassin est menacé. Il sait qu'il faut des financements. Mais ces financements, il faut aller les trouver. Et pour aller les trouver, il a créé la Fondation Brazza. Et la Fondation Brazza, qui est dirigée par de grandes personnalités de notre temps, a pour objectif essentiel d'aller chercher des financements. Et il y a 2-3 ans, parlant du Fonds bleu, j'ai rencontré à Paris Yann Markornik, qui est la directrice forêt des Nations Unies, avec qui on a échangé, et qui me disait, il faut absolument qu'on trouve des fonds pour alimenter l'initiative du président Sassou, parce que ce n'est que comme ça qu'on arrivera à préserver la forêt équatoriale. Parce qu'il faut savoir que dans ces forêts vivent des gens. Ces gens-là vivent que de la forêt. Comment voulez-vous préserver la forêt si ces gens-là n'ont aucune compensation, n'ont aucune autre possibilité de survivre que par la forêt? Ils vont la détruire. D'où la nécessité du Fonds bleu qui permettrait à ce moment-là de financer la gestion durable des forêts en formant les habitants de ces forêts-là à une nouvelle culture, à l'élevage, à la culture halieutique, et etc. Vous avez posé une question, au moins s'il est écouté, mais pourtant vous avez donné un exemple patent. Vous avez parlé de ce forum qui va réunir les pays africains du 1er au 5 mars. Voilà. C'est une preuve. Et en présentiel. Ce n'est pas une imposition du Congo. En réalité, ce sont les nations qui s'unissent pour demander justement que ce soit arbitré à Brazzaville, et en dépit et malgré la Covid. Parce que là aussi, je pense qu'on va en parler. Notre gestion aussi sanitaire, de la crise sanitaire, est exemplaire et assez renommée à travers le monde. Donc si les États africains se retrouvent, plus de 55 États se retrouveront du 1er au 5 mars prochain, ce sera pour justement échanger sur les expériences que chacun a eues en matière de gestion du développement durable, faire le point, parce qu'on tient compte justement de cette dynamique qui avait été donnée à travers l'agenda 2063 pour le développement durable. Donc vous voyez, ça dit que là encore, nous marquons un point. En réalité, si c'est ça, peut-être que cette émission n'aura fait que comptabiliser les points que nous marquons par rapport à ce leadership à travers le monde. Il faut le signaler parce que c'est très important. Mais je profite de l'occasion, oui, vous avez dit, M. Aya, et vous également. Denis Sassou Nguesso présent toujours sur des questions de paix, de sécurité, et à côté, des questions de protection de l'environnement, de l'écosystème, ainsi de suite, développement durable. Mais nous l'avons vu aussi dans cette grande lutte sanitaire contre le Covid. Est-ce que l'actualité sanitaire mondiale n'est pas en passe de mousser cet élan pris par l'homme? Je ne peux pas dire cela. Bien au contraire, moi je dirais plutôt que je suis fier. Parce que, oui, je veux dire que je suis fier parce que quand je vois, enfin je suis un observateur comme tant d'autres, averti, mais
La santé aussi des Congolais fait partie justement de cette projection diplomatique. Hein. Il faut que ce soit des Congolais qui soient le mieux entretenus. Et la manière dont nous faisons face ne peut que nous encourager. Vous savez, je suis encore plus fier souvent lorsque je suis un peu le cheminement à travers le monde. Nous sommes souvent rejoints. Hein, et bon, c'est assez pénible, mais quand même justif de le voir parce que nous avons pris certaines mesures un certain temps qu'on disait peut-être décalé par rapport à cette pandémie, mais aujourd'hui, les résultats sont là. En fait, il faut qu'on reste malgré tout très attentif. Mais vous voyez, c'est-à-dire que nous avons commencé très tôt avec ces mesures de couvre-feu, ces mesures de confinement. Mais aujourd'hui, je pense que quelque part, ça paye quand même. Parce que je crois qu'au niveau de l'Afrique, il y a des variants qui nous effraient un peu. Je parlais tantôt de la promotion du multilatéralisme. Vous avez vu comment il y a eu une coopération qui s'est développée tous azimuts. Vous avez vu qu'il y a eu autour du Congo. Nous avons eu les aides de la Chine, de la Russie, de tous ces pays, de Cuba. Donc en termes sanitaires, nous avons eu, on va dire, une plus-value quelque part. Et c'est ce qui nous vaut aujourd'hui. Nous sommes aussi en la matière, permettez-moi de le dire aussi, nous tenons un certain leadership en matière de gestion de la crise sanitaire. Et ça, je pense que ça aussi, c'est l'actif du président Denis Sassou Nguesso. Vous le confirmez, M. Aya? Oui, parce que vous savez, quand on a confiné, quand le président de la République a décidé du confinement général de la population dans notre pays, l'élite congolaise, je ne parle pas de la population congolaise, l'élite congolaise a dit que c'était un mimétisme, parce que la France venait de confiner. Absolument. Donc Denis Sassou Nguesso a suivi juste la France. C'est ce qui se dit dans l'opinion. Mais par contre, nous avons dans ce pays depuis quelques mois un couvre-feu. La France vient d'installer le couvre-feu il y a quelques semaines. L'Allemagne vient d'installer le couvre-feu il y a quelques semaines. Personne n'a dit que ces pays avait suivi Denis Sassou Nguesso. Personne ne le dit. Donc moi, je pense plutôt que dans la gestion de la crise sanitaire, le Congo profite de la stature du président qui, de façon tout azimut, a créé les conditions d'une relation avec la Chine qui soit une relation stratégique. Vous savez que le partenariat entre le Congo et la Chine est qualifié de partenariat stratégique. Et qu'avec la Russie également, nous avons un partenariat stratégique avec des commissions mixtes qui se réunissent tout le temps. Donc, que ces pays viennent à notre chevet parce que plus avancés sur le plan de la science médicale, plus avancés sur le plan de la technologie, ce n'est que normal. Mais cela, encore une fois, il faut le mettre à l'actif de notre chef de l'État qui, chaque jour, montre son leadership sur le terrain diplomatique. Alors, au-delà de tout, la persévérance de Denis Sassou Nguesso et son opiniâtreté à vouloir et à être toujours présent à combattre sur tous les fronts, on vient de le dire ici. Alors, vous êtes diplomate? Oui. À quoi cela est dû? Vous savez, le président Denis Sassou Nguesso est de la lignée des pères fondateurs de l'Afrique. Nkrumah, Modibo Keïta, Amical Cabral, qui ne concevaient pas l'Afrique autrement que de façon globale. Et il perpétue cette tradition. Il considère qu'aucun problème africain ne peut être résolu sans les Africains et sans leur implication. La preuve, c'est qu'en Allemagne, il y a quelque temps, il y a eu un sommet sur la Libye où le président a dit la solution au problème de la Libye est africaine. Si l'Afrique ne s'implique pas, la Libye ne connaîtra jamais la paix. On y est. Et je vais conclure par une anecdote. Vous savez, il y a 5-6 ans, j'étais à Paris et j'ai rencontré quelqu'un qui était dans mon voisinage parce qu'il était avocat et son bureau était quasiment mitoyen au mien. Ce personnage, c'est Nana Akufo-Addo, qui est devenu président du Ghana. Ah bon. Donc à l'époque, il est avocat d'affaires, il est installé à Paris. Et de temps à autre, donc je discutais avec lui. Au cours d'une discussion, il me dit, mais Apollinaire,
j'ai appris que vous venez de Washington. J'ai dit oui, j'ai suivi le discours du président, mais je me rends compte que sur les sujets de paix, de sécurité et de préservation du climat, le président Sassou est l'homme des instants décisifs. C'est cela. Et je veux que les jeunes qui nous suivent comprennent que, oui, on n'est peut-être pas prophète chez soi, ok? Ça a toujours été dit comme ça. Mais quand on voit le nombre de chefs d'État, d'hommes de premier plan, quand on les entend parler du président Sassou, on se dit, mais est-ce que c'est la même personne que nous avons au Congo? Est-ce que c'est le même leader que nous avons au Congo? Et moi, j'ai eu juste la chance de l'accompagner pendant presque 16 ans à l'international. Je pense qu'il n'y a pas un seul sommet où il a été, où j'ai pas été. Vous avez un palmarès. Et je pense que la vraie fierté de servir ces moments-là à ses côtés, c'est de voir le respect, de voir comment les autres le traitent à l'international. Je vous en prie, M. Ferriol, excusez-moi. Oui, je veux savoir l'homme, comme a dit M. le conseiller, l'homme, il paraît ambigu, hein, quand on l'explique. Il est à cheval entre deux époques, peut-être trois. Alors, une école, une initiation, ou l'influence historique de notre pays, voilà, la formation de l'homme. Je ne parlerai pas d'ambiguïté, bien au contraire, je parlerai moi plutôt de résilience. C'est un monsieur qui est pratique dans ce qu'il fait et dans ce qu'il dit. En réalité, je parle d'un principe simple, c'est-à-dire que le Congo, après les indépendances, n'a eu qu'un seul but, c'est propager un peu sa bonne humeur, sa détermination, et a fait des choix, notamment des choix de bouter le colon hors de son territoire, n'est-ce pas? Et ça a impliqué certaines idéologies qui nous ont valu certaines inimitiés, vous voyez. Donc ça veut dire que le Congo, pendant un certain temps de son histoire, s'est retrouvé quelque peu isolé, diplomatiquement parlant. Le président Sassou Nguesso est cet homme qui a cette lecture, qui a cette lucidité, ce pragmatisme, qui a compris qu'il fallait, déjà, lorsque l'on parle de la guerre froide, il fallait savoir passer à travers les mailles entre les blocs Est et Ouest. Et il a su le faire avec brio, vous voyez. Donc c'est cet homme-là qui sait rebondir. Et c'est difficile, c'est pourquoi, bon, lorsque vous êtes en face d'un homme aussi éclairé, aussi avéré, aussi avisé, c'est difficile d'avoir tous ces moyens. Parce qu'il a su redonner à notre diplomatie ses titres de noblesse en réalité. Il fallait lui donner un certain épanouissement, une redynamisation, c'est ce qu'il a fait. On parlait du Congo, j'aime bien ces images, ces métaphores du genre le Congo est un pays accepté par la Russie, toléré par la France. Vous voyez déjà cette ambivalence. Et c'est ça l'homme. C'est un homme de son temps, c'est un homme qui a su réellement lire entre les lignes et qui sait ce qui est bon pour le pays. En tout cas, en termes de diplomatie, c'est toute une école, c'est une stratégie, comme l'a dit M. Aya. Il faudrait qu'on prenne école, que la jeunesse comprenne très bien d'où l'on vient, parce qu'on ne peut pas comprendre cette évolution diplomatique sans tenir compte de l'histoire de notre propre pays. Je pense qu'on aura peut-être l'occasion de mieux développer. Je parlais du protocole de Brazzaville, il y a tellement d'anecdotes dessus. Mais vous voyez que ça dit que ce monsieur-là qui fait partie des... Je vais tout ça vous dire qu'ils ne savent pas, ça ne se sait pas, ça ne se connaît pas, hélas. En tout cas, je vous remercie. Merci bien, Monsieur Ferriol Ngassekis. Je rappelle que vous êtes ministre plénipotentiaire et nous avons également eu sur ce plateau Monsieur Apollinaire Aya, ambassadeur itinérant auprès du président de la République. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci en tout cas à vous de nous avoir suivis. Je rappelle tout de même le sujet de ce soir. Nous avons parlé du mini-sommet de la CIRGEL sur la sécurité et la paix en Centrafrique qui s'est tenu le 29 janvier 2021. Au revoir et à la prochaine occasion.